Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Histoire en série, vous l'avez compris, durant tout ce mois de décembre qui se met en mode Game of Thrones pour vous proposer toute une série d'émissions qui décortiquent, j'allais dire dans tous les sens, la série justement. On parle aussi de tout ce qui est les livres, mais aujourd'hui on va parler d'une zone géographique particulière et de personnages importants de cette série. Pour ce faire, j'ai invité William Blanc. Bonjour William. Bonjour. Alors William, vous allez faire avec nous aujourd'hui une émission que vous avez intitulée Les Sauvageons, les Barbares et la Frontière. Alors avant de parler de ces thématiques-là, William, je vais vous présenter. Donc vous avez fait des études d'histoire médiévale à l'université Paris 1 puis à l'EHESS. Vos recherches portent aujourd'hui principalement sur les représentations contemporaines du Moyen-Âge, c'est-à-dire le médiévalisme, que ce soit dans les usages politiques et sociaux ou bien dans la culture populaire, que ce soit les bandes dessinées, le cinéma, les jeux, les séries télé et les arts graphiques. Vous vulgarisez également votre travail à travers plusieurs ouvrages, mais aussi des publications dans divers médias audiovisuels aussi. Alors, vous participez au site de Retro News, vous avez écrit des scripts pour le youtubeur Nota Bene et vous donnez des cours à l'université Paris 3 et avez publié de nombreux ouvrages, dont celui avec votre collègue Christophe Naudin, Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire, paru en 2015 chez Libertalia. Vous avez travaillé aussi sur le roi Arthur, un mythe contemporain, toujours chez Libertalia en 2016. Super-héros, une histoire politique, paru en 2018 chez Libertalia, et puis celui qui nous intéresse aussi, Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantasy chez 2019 chez Libertalia en 2019. Pardon, donc vous êtes vraiment, William, là aussi, vous faites partie des spécialistes francophones qu'on a invités à venir nous décortiquer cette série mythique dont on attend un préquel au début de l'année 2022 avec House of the Dragon. Pour l'instant, revenons sur la série, on va dire, originale. On va basculer, William, avec vous. On a évoqué avec d'autres Westeros, on a évoqué Essos, mais on n'a pas évoqué le Nord en tant que tel, on n'a pas évoqué l'autre côté du mur. Alors, j'aimerais qu'on voit ça aujourd'hui avec vous et pour commencer, peut-être comprendre quelle est l'origine de cette image, William, du barbare. Alors, on va essayer de revenir à tout cet imaginaire mental qu'a eu Martin pour créer cette image-là, en commençant peut-être par celui qui, le premier, parle des barbares. On l'avait évoqué dans notre émission consacrée à la série Barbaron, notamment, c'est Tacite qui, lui, présentait les Germains.
Ouais, c'est ça. Je pense que quand on veut analyser les représentations ou des barbares en fait, hein, vraiment des barbares nordiques, hein, donc parce qu'on pourrait aussi parler des barbares plutôt des cavaliers des steppes, hein, qui sont aussi voilà, donc avec des gens comme Khal Drogo et les Dothraki, hein, mais là ouais, c'est vraiment les barbares nordiques, un des livres de base en fait, hein, qui a vraiment été très influent parce qu'il a été constamment repris euh, au Moyen Âge, au XVIe siècle, notamment par les auteurs protestants, au XVIIIe siècle et tout. Donc c'est la Germanie Tacite, hein, et qui décrit les les tribus germaniques en fait, hein, au nord littéralement au nord de la frontière en fait, hein, les limes, donc le limes romain, la frontière Rhin-Danube, et pour simplifier. Et Tacite établit des stéréotypes en partant, encore une fois, d'une situation réelle, hein, mais il brode beaucoup là-dessus. Et puis, il établit des stéréotypes qu'on retrouve encore aujourd'hui dans plein d'œuvres de fantasy ou dans plein d'œuvres historiques ou plein d'œuvres romanesques historiques, hein. On les retrouve aussi, par exemple, dans la série Vikings, hein, et une des, moi, d'ailleurs, quand j'ai participé avec plein d'autres collègues, en fait, on a participé, il y avait le colloque sur Game of Thrones pour les Imaginales qui était dirigé par Anne Besson, notamment. Puis après, il y a les actes et tout. Moi j'ai travaillé là-dessus parce que c'était frappant, hein. Moi, ce qui m'a frappé dans la description, notamment des sauvageons, euh, c'était leur caractère démocratique, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà chez Tacite, en fait, hein. Quand Tacite, par exemple, va dire que les chefs germains, ils délibèrent entre eux, voilà, le peuple, en fait, délibère entre eux, quoi. Alors après, il faut comprendre, hein, dans le contexte de Tacite, hein, c'est que lui, quelque part, il affirme que les Germains seraient restés des gens euh, voilà, purs, durs à la tâche, frugaux. Et c'est une manière de critiquer les élites romaines qui, elles, seraient devenues quelque part trop jouisseuses, trop, voilà quoi, trop presque décadentes en fait, hein. Donc il y a tout un arrière-plan en fait, hein, euh, qu'il faut comprendre, hein. Tacite écrit au premier siècle de notre ère. Et ça se retrouve vraiment dans Game of Thrones, hein. Il y a vraiment cette idée que les sauvageons sont c'est pas une démocratie parlementaire, hein, mais le chef des sauvageons écoute, écoute les membres de son clan. D'ailleurs, eux-mêmes, ils s'appellent le peuple libre, en fait, hein, donc en anglais, c'est free folk. Et il qualifie les gens du sud du mur en fait d'agenouillés, hein, donc les kneelers, hein, ceux qui s'agenouillent en fait, hein. Donc il y a vraiment cette idée qui est très très forte, hein, et qui à mon avis explique beaucoup de la manière dont sont envisagés les sauvageons dans Game of Thrones. Et puis, l'image, vous l'avez dit, de Tacite est essentielle hein, pour voir ça. Ça évolue, ceci, après, à l'époque des Lumières, et notamment à travers les travaux de Montesquieu. Là aussi, on a une des sources, on va dire, importantes de Martine pour regarder qui sont ces barbares. Oui, alors ça, moi je sais pas si Martine a lu Montesquieu ou Tacite, hein, j'en sais rien. Je pense pas, mais en fait c'est parce que ces auteurs-là, enfin Tacite est très influent, très important. Il va être repris par Montesquieu, hein, Montesquieu qui va dire que par exemple, voilà quoi, voilà, il va dire que quelque part la démocratie, enfin la monarchie parlementaire anglaise vient des Germains en fait, hein, et il le dit, hein, euh, ce beau système, c'est ce que dit Montesquieu, a été trouvé dans les bois en fait, hein. Il y a presque chez Montesquieu une idée qu'on va retrouver un peu chez Rousseau du bon sauvage, quoi, en fait, hein, le sauvage qui n'a pas été corrompu par la civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va trouver ça chez plein d'auteurs. euh, Chez plein d'auteurs, on pourrait penser à Marx, Engels aussi, hein, quand il va travailler notamment sur enfin, la famille, la propriété et tout. Engels va en parler, Kropotkin aussi, qui est un penseur libertaire,
en relisant à chaque fois Montesquieu, hein, donc va en parler aussi dans l'entraide, en fait, avec un texte qui est publié dans les années 1890, hein, et donc voilà, donc il y a vraiment constamment cette espèce de retour, hein, constant de cette idée que les Germains seraient des espèces de proto-démocrates, hein. On retrouve ça aussi chez un des premiers auteurs de fantasy, qui s'appelle William Morris, hein, qui est un auteur qui est très influent parce qu'il va avoir il va être lu notamment par Tolkien. Et ce qui est intéressant, c'est que Morris, en fait, était aussi non seulement un des premiers auteurs de fantasy, mais c'était aussi un militant socialiste, en fait, un révolutionnaire qui était proche, qui a lu, enfin, en tout cas, qui était au courant des travaux d'Engels et de Kropotkin. Et, et en fait, Maurice va notamment publier des ouvrages à la fin des années 1880, donc c'est vers 1889-90, hein, notamment un qui s'appelle La Maison des Wolflings, hein, texte qui n'a toujours pas été traduit en français d'ailleurs, hein, et qui est un texte qui se déroule en fait à l'époque des Germains, en fait, hein, à l'époque romaine, mais vu du point de vue des Germains. Et là, encore une fois, les Germains sont décrits comme des espèces de proto-socialiste en fait, hein, donc voilà, ça c'est encore une fois, c'est quelque chose qui va, voilà, on peut faire vraiment la généalogie de ce stéréotype-là, en fait, et qu'on retrouve encore une fois de manière très forte, à la fois dans les romans de Martin et puis aussi dans la série Game of Thrones, hein, Et puis, par rapport à ce que vous dites, William, hein, sans spoiler bien sûr, mais on peut se rendre compte dans la série, on voit ça avec ce peuple libre, vous l'avez dit, et l'idée, hein, en terminant, la série se termine d'ailleurs sur cette image de Jon Snow qui repasse de l'autre côté du mur, qui Ah, repasse au bien nord sûr. du mur, et on voit qu'il s'en va vers la liberté, justement. Donc, les Hmm. sauvageons, c'est assimilé à la liberté. Bah, même l'acteur en fait l'a dit en fait, hein, il a dit que pour lui c'était une belle manière de comment de terminer enfin comment de terminer ou de dire au revoir au personnage en quelque part voilà, en disant pour lui, le personnage devenait libre, en fait, comme ça, quoi. L'acteur, c'est Kit Harington, hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée voilà, on retrouve ça. Il y a aussi un autre aspect, ça, on pourrait l'évoquer aussi, il y a un autre aspect qui est intéressant. Euh, Au passage, enfin, par exemple, moi, quand on creuse, hein, même chez les auteurs américains, on va trouver cette idée-là, hein. Moi, je pense que, par exemple, il y a un historien qui s'appelait Herbert Adams, en fait, hein, qui est un historien très connu aux États-Unis, fin 19e siècle, qui va dire strictement la même chose que Montesquieu ou enfin, alors même s'il partage pas le point de vue politique d'Engels, hein, mais qui va dire à peu près la même chose en fait, hein. Voilà quoi. Je cite juste un tout petit passage, si vous permettez, hein, de ce livre en fait, hein, enfin de cette conférence qui s'appelle L'origine germanique des cités de la Nouvelle-Angleterre, hein, et dit dans la forêt noire en fait, hein, que la liberté s'est développée dans la forêt noire, là vivait le peuple que Rome n'a jamais pu conquérir. Là furent plantées les graines du parlementarisme. Oui, on a même carrément la métaphore en fait, hein, forestière, hein, du gouvernement autonome, des communes et des congrès. Là étaient enfouis les germes. Encore une fois, une métaphore très végétale en fait, hein, de la réforme religieuse et des révolutions populaires, des idées qui ont formé l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre et la Nouvelle-Angleterre et les États-Unis. Donc il y a vraiment cette idée-là en fait, hein, c'est une conférence qui est donnée quand même, qui est donnée à Harvard en fait, hein, en 1881. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe où. Il y a vraiment cette idée qui est très forte, hein, qu'on retrouve très souvent chez pas mal d'auteurs américains. Et il y a aussi l'idée, ça c'est pareil, mais ça exigerait presque une émission en tant que telle en fait, hein, il y a l'idée aussi que cette liberté, elle touche les femmes. Euh, euh, Même chez les textes, chez des auteurs antiques, hein, notamment Plutarque va montrer. Alors après, ça c'est une vieille idée grecque, hein, chez les barbares en fait, hein, les barbares étant l'inverse de la norme. Chez les Grecs, les femmes sont à la maison concrètement, les femmes sont voilà sont inférieures en termes civiques aux hommes. Et donc chez les barbares, par contre, c'est l'inverse en fait, hein. Les femmes ont quasiment les pleins pouvoirs, avec par exemple l'exemple des Amazones. Et ben ça, on va trouver ça chez Plutarque qui va parler, il va dire ça par rapport aux Germains en disant bon, chez les Germains ou chez les Gaulois, ou chez les Bretons, les femmes combattent et tout, ce qui était une horreur absolue, hein, pour des auteurs gréco-latins en fait, hein. Et on va retrouver ça aussi au 19e siècle, hein, avec cette idée
que notamment avec l'idée que chez les Germains, il y aurait une forme de matriarcat en fait, hein, ce qui est très nettement une vue de l'esprit en fait, hein, mais voilà, et ce qui va être transformé après petit à petit, ou qui va être on va recoller cette idée-là avec le fait que, chez les Germains, il y avait une forme de liberté, y compris pour les femmes. Et on va retrouver ça dans Game of Thrones avec le fait que de nombreuses, sauvageonnes, voilà, avec le cas évidemment très connu, d'Ygritte en fait, hein, donc la compagne entre guillemets de Jon Snow, du moins pendant quelques temps, en tout cas l'amante, hein, de Jon Snow, eh bien, voilà, il y a plein de femmes guerrières en fait, hein, chez les sauvageons, ce qu'il n'y a pas ou très peu au sud du mur, hein, à part quelques rares exceptions, quoi. Donc voilà, il y a voilà, c'est intéressant de voir que dans la fantasy, on retrouve comme ça des stéréotypes qui courent depuis parfois plusieurs siècles, par rapport notamment, à ces populations, barbares. Autre lieu important, hein, on a évoqué la Germanie, les forêts profondes, hein, mais il y a aussi l'idée, quand on voit ce peuple libre au nord du mur, ça semble inspiré d'une autre frontière, hein, qu'il fallait Ouais. repousser au 19e, c'est l'Ouest américain. Et là, William, vous allez me dire, il y a une vraie connexion entre le médiévalisme et la conquête de l'Ouest. Ouais, alors ça peut paraître, très bizarre en fait, hein, de dire ça en fait, hein, heu, bon déjà alors après, il y a, bon, ça moi j'en ai parlé un peu dans le bouquin sur le roi Arthur, il y a des les cow-boys sont très rapidement comparés à des nouveaux chevaliers en fait, hein, et même si on regarde, des auteurs américains, les premiers grands auteurs de romans américains comme, heu James Fenimore Cooper, en fait, hein, l'auteur notamment du Dernier des Mohicans, il y a des allusions médiévalistes dans ses romans, hein, sur des romans ces romans de la conquête de l'Ouest, en fait, hein, euh, donc ça, c'est parce qu'en plus, c'est des gens qui sont marqués par la lecture de Walter Scott, hein. Walter Scott, l'auteur d'Ivanhoe, qui voilà quoi, qui est très lu dans plein de pays, et qui voilà, son influence dépasse largement les frontières de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne. Hem et il y a cet aspect-là qui est important. Donc voilà, l'Ouest, c'est une espèce de voilà de nouveau, les cow-boys sont une espèce de nouvelle chevalerie. Hem et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, on compare assez facilement les Amérindiens à des nouveaux barbares. Alors parfois ça peut être de manière péjorative, parfois ça peut aussi être de manière en fait, plutôt positive en disant: «Bah, en fin de compte ces gens-là, eux, ont su rester libres». Là où c'est intéressant, c'est que ça commence dès le 19e siècle, hein. Par exemple, vous avez, hem, Lewis, Morgan en fait, hein, alors c'est quelqu'un qui peut-être qui dit plus grand chose aujourd'hui, mais voilà, c'est un anthropologue ou un ethnologue en fait, un très, très influent au 19e siècle, qui va d'ailleurs influencer, Engels. En fait, Engels va lire son ouvrage qui s'appelle Ancient Society, les sociétés anciennes, et dans cet ouvrage-là qui est très important, notamment, en termes, d'ethnologie, d'ethnographie, d'anthropologie, eh bien, il classe les sociétés en plusieurs stades, et dans les stades, il va parler de sauvagerie, hein, le stade voilà, sauvage. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il découpe pas ça de manière raciale, en fait, hein. Il dit pas, voilà, les Amérindiens sont forcément des sauvages, voilà et tout. Pour lui, il y a vraiment une idée, concomitante de progression à la fois matérielle et sociale, quoi. Mais en tout cas, il classe les sociétés selon, voilà, il y a des sociétés sauvages, il y a des sociétés barbares, et puis il y a des sociétés civilisées. Et dans les sociétés barbares, il va classer autant les sociétés germaniques, hein, donc de l'Antiquité, que certaines sociétés amérindiennes, notamment les Iroquois, en fait, hein, qu'il connaît très bien. Donc les Iroquois de l'Amérique du nord-est de l'Amérique. Et d'ailleurs, il va dire lui-même, hein, en s'appuyant sur une enquête de terrain, mais aussi, à mon avis, sur une forme d'extrapolation, hein, ou sur une forme de fantasme. Il va dire que les Iroquois, en fait, étaient une quasi-démocratie. Donc on voit déjà qu'il y a cette idée-là, en fait, hein, qui est encore qui est très forte, hein, et puis, là où c'est intéressant, je vous l'ai dit, en fait, hein,
l'Amérindien comme barbare, ça peut soit être péjoratif, soit positif. Et là où c'est intéressant, c'est que il y a vraiment cette idée-là dans Game of Thrones, c'est que Martin étant quelqu'un qui est né en 1948 et qui fait ses études donc, dans les années 60. À une époque, en fait, et Martin qui a été bercé, donc qui est vraiment qui est né à l'époque où qui a eu enfin, qui a vécu enfant la grande époque du western en fait, hein, donc avec les grandes productions de John Ford, avec John Wayne et tout. Donc voilà, je ne vais pas faire la liste et tout. Euh, eh bien, Martin va être de cette génération, enfin, en tout cas, quand il va être au collège, enfin, au collège, pardon, au collège américain, donc à l'université, quand il va arriver à l'université, il va y avoir un bouleversement total du western avec l'arrivée de ce qu'on appelle les westerns dits révisionnistes, en fait, hein, donc notamment, par exemple, des films comme euh, euh, enfin, Little Big Man, hein, qui montre qui adopte en fait enfin, qui montre la conquête de l'Ouest hein, du point de vue des Amérindiens et qui adopte en fait un point de vue très, enfin, marqué par la guerre au Vietnam en fait, hein, donc un point de vue anticolonialiste en fait. Hein, et dans ces films-là, il y a comment? Il y a cette idée que voilà, les Amérindiens étaient des gens libres, ce qui encore une fois, même historiquement, est très discutable. Hein, voilà, mais en tout cas, ça montre une vision très idéalisée des Amérindiens et qui se font, voilà, qui étaient des gens libres, qui vivaient dans des espèces de proto-démocratie, qui se font massacrer donc par comment un Occident voilà colonisateur voilà donc ce qui est vrai hein, en fait voilà mais voilà ce que je veux dire par là c'est que ça crée en fait ça renverse la binarité d'avant en fait qui était de dire voilà les Amérindiens pouvaient être des barbares etc et tout et ben voilà et les cow-boys des chevaliers eh bien elle est quelque part renversée et donc on dit voilà maintenant bah, les Amérindiens c'était des barbares mais c'était des barbares en fait dans le sens positif du terme quoi donc et ça se retrouve chez Martin, en fait. Hein. À mon avis, on a vraiment cette idée-là que les sauvageons, en fait, bah, le terme sauvageon, c'est les gens de Westeros, hein, les gens du sud du mur qui emploient ça à l'encontre des, euh, des gens qui habitent au nord du mur. Et déjà, c'est un terme péjoratif. Hein, donc, et en fait, on s'aperçoit, en fait, et c'est Jon Snow hein, qui sert un peu donc le personnage de Jon Snow qui est une espèce de transfuge en fait, hein, qui va quelque part faire découvrir au lecteur une autre et donc une autre vision des sauvageons, hein, tout comme on va avoir dans des films, dans des westerns révisionnistes euh, comme par exemple Little Big Man, mais aussi on peut penser à des films comme Danse avec les loups en fait, hein, donc avec enfin de Kevin Costner et avec Kevin Costner, qui sort au passage donc au tout début des années 90. Donc au moment où Martin commence la rédaction donc, de ces romans qui vont après vont être adaptés enfin, qui vont être adaptés en série, eh bien, on a vraiment cette idée voilà, du blanc qui, au début, on lui a dit les Amérindiens sont des sauvages et tout. Eh bien, non, en fait, si on va les voir, on se rend compte que c'est des gens qui vivent libres, qui sont en connexion totale avec la nature, alors que les Occidentaux, en fait, hein, sont des gens qui, au contraire, vivent dans une société oppressante et eux ont perdu contact avec la nature. Et ça, on le retrouve en fait hein, dans Game of Thrones. En fait, hein. Donc on a vraiment cette idée-là. Hein, voilà, donc avec encore une fois les sauvageons qui jouent le rôle de ces Amérindiens positifs. Et puis, il y a cette idée hein, que vous avez choisi aussi dans le titre, la notion de frontière. Et ça, l'Ouest aussi, cette frontière plus ou moins mythique, qui n'est pas une frontière en tant que telle, mais avec la liberté et tout ça, on le retrouve bien. Ouais, alors là où c'est intéressant, c'est que la frontière, c'est pareil. Bah, ça, c'est un truc qui est très important dans l'imaginaire américain. Donc, euh, la frontière, alors c'est Jon Snow, en plus, c'est vraiment en fait, c'est un héros de la frontière parce qu'il est à la frontière à la fois géographique. Hein, il défend la frontière, en fait, hein, c'est un homme de la frontière, mais il est aussi à la frontière sociale, à la frontière même familiale, parce qu'on ne sait pas trop de quelle famille il est. Voilà, donc voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment très important. Ça renvoie pour le coup à quelque chose de très fort dans la psyché américaine. Euh, il y a la frontière, en fait, donc voilà, c'est vraiment c'est l'endroit
de friction entre l'avancée donc des États-Unis et puis les territoires restants des Amérindiens. Donc, et la frontière, concrètement, elle s'achève. On a une date précise de fin de la frontière, c'est 1890, au moment où, en fait, où la, où le gouvernement américain dit, bah, en gros, concrètement, la frontière est terminée, quoi. Il n'y a plus de frontière. On a fait, voilà, on a rempli en fait l'espace entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et ce qui est intéressant, c'est que très rapidement après, il y a un élève d'Herbert Adams, donc l'historien dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a fait sa conférence à Harvard. Un de ses élèves s'appelle Frederick Jackson Turner, et il écrit en fait il écrit vraiment en 1893, donc juste après la fermeture de la frontière, il donne une conférence qui s'appelle La signification de la frontière dans l'histoire américaine. Et en fait, pour lui, et là il s'oppose à la théorie de son professeur, pour lui, la démocratie américaine ne vient pas des tribus germaniques, voilà, n'a pas des espèces de germes germanique, des origines germaniques, mais pour lui, elle est créée par la frontière. C'est parce qu'il y a une frontière que les Américains sont devenus des démocrates. Et pourquoi? Eh ben, alors là, il fait toute une espèce de théorie, et puis ça va être repris après avec notamment des présidents américains comme Theodore Roosevelt, donc le premier Roosevelt, qui est président américain de 1901 à 1908, si je me souviens bien. Il y a cette idée que ce qui va faire la particularité de l'américain, c'est d'être une espèce d'entre-deux. Il n'est pas trop civilisé, il n'est pas civilisé à l'excès comme peuvent l'être les Anglais, voilà. Mais il n'est pas sauvage, entre guillemets, évidemment, c'est pas moi qui le dis, donc sauvage à l'excès comme peuvent être les Amérindiens, il est entre les deux. Et ça, il y a vraiment cette idée-là qui est très forte, d'autant plus qu'après, il y a toute une idée comme quoi la frontière, c'est l'endroit qui forge le caractère, qui forge la masculinité. Roosevelt, il veut incarner un peu ça. Roosevelt, c'est à la fois un intellectuel qui vient d'une famille très respectée, une très vieille famille de la Nouvelle-Angleterre, donc vraiment un très grand bourgeois, donc ce qu'on peut appeler un patricien. Euh, et de l'autre, c'est quelqu'un qui va qui va devenir rancher dans l'Ouest, en fait, qui va devenir cow-boy pour quelque part acquérir une espèce de musculature, une vivacité et tout. Et donc, il y a vraiment cette idée que voilà, l'entre-deux, la personne entre les deux, entre d'un côté la civilisation et la barbarie, et ben voilà, il prend le meilleur des deux mondes. Et si vous regardez bien, Jon Snow, c'est exactement ça. On a vraiment dans cette image typique, en tout cas, de l'Américain, comme l'Amérique c'est forgé. Si vous regardez même plein de westerns, c'est comme ça. Moi, je pense particulièrement à un film comme, des films comme des films avec John Wayne, en fait, où il y a constamment cette idée que voilà, John Wayne, c'est pas notamment un film comme euh, la, L'homme qui tue à Liberty Valance, donc c'est un film de Ford qui date de 63, si je me souviens bien, dans lequel John Wayne incarne en fait un cow-boy qui meurt. Et en fait, et on apprend par la suite il y a un vieil ami à lui qui lui rend visite, donc je crois qu'il est joué par James Stewart, et qui lui est devenu un représentant, un membre du Congrès et tout, donc voilà, donc quelqu'un de vraiment un notable. Et en fait, cet homme est devenu et a été élu parce qu'il aurait tué un bandit, un brigand, qui s'appelait Liberty Valance. Et en fait, on apprend dans le film que c'est pas lui qui l'a tué, c'est John Wayne, le cow-boy, en fait. Sauf que le cow-boy, lui, meurt dans l'oubli, alors que voilà, l'homme qui est devenu avocat, puis après qui est devenu représentant au Congrès, lui est devenu voilà reconnu, quoi. Et donc il y a vraiment cette idée-là que voilà, John Wayne, ça incarne vraiment cette espèce d'Amérique entre deux, entre d'un côté la sauvagerie, la barbarie, et de l'autre voilà la, la civilisation. Donc c'est un monde qui est toujours en fait à la limite de la disparition, toujours en train de disparaître, en fait, voilà, et parce que justement, il est constamment en train de disparaître, voilà, il est toujours menacé, et ben, on le fantasme, on l'idéalise. Et vraiment, Jon Snow, ça incarne complètement cette espèce d'idéal-là, et c'est pour ça que la série se termine, enfin, commence quasiment sur lui et se termine sur lui. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, comme vous l'avez dit, la série, au début, le premier plan de la série, c'est les hommes de la garde de nuit qui passent la frontière pour essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière.
bon, ça se passe mal pour eux, mais à la fin, c'est Jon Snow qui traverse à nouveau la même frontière au même endroit et qui, lui, va aller vivre à la frontière parce que c'est l'endroit où il peut être libre, en fait, hein. Parce que justement, cette espèce d'entre-deux, hein, et là, ça reprend vraiment la théorie de Jackson Turner, en fait, hein, l'entre-deux, hein, entre la civilisation, l'excès de civilisation et l'excès de sauvagerie, cet entre-deux, en fait, hein, qui est très particulier selon Jackson Turner à l'histoire américaine, c'est l'endroit où se crée la liberté. Et c'est là où Jon Snow veut terminer, veut finir ses jours parce que c'est l'endroit où il peut être libre. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est, ça c'est vraiment frappant, hein. C'est-à-dire que ce médiévalisme en fait hein, de Game of Thrones, eh bien, il a aussi, il fait écho non pas au vrai Moyen Âge, mais beaucoup en fait à l'histoire américaine, hein, ce qui encore une fois, ça on répète quelque part un truc qu'on répète à tous les historiens ou les historiennes en fait quand ils commencent à faire des études d'histoire, mais le contexte de production d'une œuvre est tout. En tout cas, il joue beaucoup quoi. Et en fait, en l'occurrence, Game of Thrones, c'est une œuvre qui est une œuvre américaine en fait, hein, donc, et qui s'explique, hein, en tout cas, qu'on doit lire aussi à travers les stéréotypes et les lieux communs de la culture américaine. Et justement, par rapport à ça, cette idée très intéressante de la notion de frontière que vous avez évoqué notamment les westerns, on est dans les années 60. Comment ça a évolué, William, depuis cette période-là, cette notion de frontière? Bah, c'est dans les westerns en fait, hein, ça c'est quelque chose, là pour le coup, c'est pas autant, avant, à l'époque des westerns classiques en fait, hein, donc l'âge d'or du western, c'est vraiment les années fin des années 40 et toutes les années 50. La frontière, c'est l'endroit, encore une fois, où on est libre, où, c'est un endroit utopique, hein, quasiment, où on peut s'accomplir, où, un homme voilà, peut devenir un self-made man, en fait, voilà, il peut même faire fortune, hein. Autant aujourd'hui, on est largement revenu là-dessus et c'est des visions plutôt négatives, en fait, ou en tout cas des visions, plus sombres, en fait, hein, donc hem et ce qui est assez frappant, c'est que justement Game of Thrones, autant enfin, est créé dans une époque où justement, dans le western, dans le genre du western, on montre plus la frontière comme un lieu idéal, mais Game of Thrones le montre quasiment comme un lieu idéal. Enfin, la montre comme un lieu idéal. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà du mur, ça a beau être dur, mais les gens, c'est des gens, honnêtes, sensés, honorables, et libres. Voilà quoi, donc il y a c'est frappant de voir que mais ça c'est pas la 1re fois que je le dis, c'est un de mes dadas, hein, mais c'est frappant de voir à quel point la fantaisie recycle, beaucoup de lieux communs, du western en fait, hein, des lieux communs qui étaient avant dévolus au western. Aujourd'hui, on les retrouve beaucoup en fait, hein, très nettement, même, énormément dans la fantaisie, même dans la manière de filmer en fait, voilà, donc même dans le choix des décors, Justement, vous nous évoquiez à l'instant cette place dans la fantasy. Alors justement, je voulais voir les barbares dans Game of Thrones. C'est vraiment un classique, peut-être de la fantasy. Vous m'avez dit en préparant l'émission que Game of Thrones, c'était vraiment un anti-Conan, par exemple. Alors pourquoi vous avez affirmé cela, William? Bah, alors parce que, alors bon, déjà, c'est clair que Martin, c'est un auteur de fantasy. Donc il connaît les romans de fantasy, il en a lu beaucoup. Voilà quoi. Donc voilà, ça je pense que. Et en plus, Conan, alors donc Conan, c'est un personnage qui a été créé par Robert Howard euh, en 1932. Howard est mort en 1936, mais il a écrit plein de nouvelles sur Conan le Barbare qui après vont être adaptées en comics dans les années 70, puis après au cinéma en 82 par John Milius avec Arnold Schwarzenegger. Euh, donc Martin, il est très marqué par ça. Et en fait, là où c'est frappant, c'est que Martin, un de ses objectifs, c'est de prendre la fantaisie et de la renouveler. Et donc, euh, ça c'est un collègue, Yann Boudier, qui en parle pas mal. En fait, il va sacrifier dans les premiers épisodes, dans le premier roman, il va sacrifier des personnages qui incarnent des stéréotypes classiques de la fantaisie. Il va les massacrer.
Il va dire en fait, vous pensiez retrouver des stéréotypes en fait, hein, eh ben non. Donc euh, et ça, par exemple, voilà, le personnage qui incarnerait le mieux Conan, alors c'est pas un sauvageon du Nord en fait, hein, mais c'est un Dothraki, c'est Khal Drogo. Hein, d'autant plus que l'acteur qui joue dans la série, Jason Momoa, joue au même moment où sort la série, il joue aussi Conan le Barbare dans un film en fait. Hein, donc, et donc voilà, sauf que Khal Drogo, il meurt et il meurt d'une mort absolument ridicule en fait. Hein, il meurt voilà donc empoisonné. Enfin c'est voilà donc il meurt pas du tout d'une mort extrêmement honorable en plein combat quoi. Euh, et, euh, et donc, quelque part, voilà, il y a cette idée-là, et c'est pareil, Jon Snow, c'est pas du tout euh, autant ça reprend ça va, enfin, comment, il va y avoir des stéréotypes euh, classiques de la fantasy, des barbares de fantasy qu'on va retrouver avec certains personnages comme Tormund, par exemple, donc, ou même avec Ygritte, en fait, qui d'ailleurs dans la série est une guerrière rousse, ce qui renvoie à un autre personnage créé par Howard, hein, qui est aussi une autre barbare en fait, hein, donc, qui s'appelle Sonja, Red Sonja en fait, hein, donc, qui notamment devient très populaire avec les comics dans les années 70. Hein, donc on est dans des stéréotypes, mais néanmoins par rapport au personnage central euh, euh, qui est Jon Snow. Jon Snow, on peut le considérer comme une espèce d'anti-Conan, quoi, parce que c'est pas un barbare tout en muscles, c'est pas un barbare qui veut absolument rester barbare, c'est un civilisé qui est proche des barbares, mais qui en même temps garde un peu ses distances et tout. Donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et en tout cas, il faut analyser la série aussi. Si on la regarde un petit peu, il faut l'analyser aussi dans le cadre, encore une fois, dans le contexte de création le contexte de la fantaisie, en fait. Et puis, vous avez fait en introduction la comparaison avec Tolkien Mm. en montrant effectivement hein, comment aussi Tolkien avait eu en tête cet imaginaire des barbares. Alors justement, hein, est-ce qu'il n'y a pas une comparaison ici à faire entre les deux, entre ce qu'a vu Martin à travers les Sauvageons et puis ce que voyait Tolkien à travers ces barbares qui, lui, étaient de l'autre côté hein, de cette Ouais. frontière aussi, hein, les orques? Ouais, alors là, c'est intéressant parce que là, on est vraiment dans les barbares négatifs, en fait, hein, l'imagerie du barbare négatif, parce que, alors Tolkien déjà compare les orques. Alors après, il y a plein de trucs, il y a plein de théories qui ont été échafaudées sur les orques et tout ça là-dessus. Moi, j'ai quand même pas mal bossé là-dessus. C'est intéressant parce que Tolkien va comparer dans une lettre hein, qui date de 56, si je me souviens bien. Il va comparer les orques à des Mongols. À des Mongols, voilà, enfin, en gros les Mongols de Gengis Khan, quoi, en fait. Hein, donc, et, euh, et là, là, il y a une autre généalogie qui n'est pas la même que Martine, qui a pas grand-chose à voir, à mon avis, avec la généalogie américaine qui voit les barbares un peu de manière un peu positive, comme étant comment, les créateurs de la démocratie, mais plutôt sur une forme en fait plutôt négative qui est très britannique parce que alors quand Tolkien écrit sa première nouvelle qui se passe sur la Terre du Milieu, donc c'est en 1917, c'est la chute de Gondolin, qui décrit donc la destruction d'une cité elfique par des orques, par une armée d'orques. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit bien, on se rend compte que les orques sont des espèces de créatures quasi mécaniques, des espèces d'espèces de, comment de monstres de Frankenstein en fait voilà donc un peu il y a un côté un peu comme ça quoi donc c'est des créatures en fait hein, qui sont alliées aussi avec des dragons qui en fait quand on lit bien sont des créatures de métal qui crachent des flammes. Vu que Tolkien est un ancien de la guerre de 14, enfin quand il écrit il est encore en convalescence hein, il est dans un hôpital parce il est tombé malade dans les tranchées. On peut nettement voir là-dedans une forme dans cette description des orques et des dragons une forme de description des, euh, de l'horreur technologique en fait, hein, qui représente la guerre moderne. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que depuis le début du XXe siècle, alors pour des raisons que c'est un peu long à détailler, donc je ne vais pas le faire là, mais depuis le début du XXe siècle, et encore plus pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands sont comparés à des Huns.
à des Huns de Attila ou à des Mongols, quoi. En fait, il y a vraiment cette et ça, c'est dans la presse anglo-saxonne, mais aussi dans la presse française, quoi, donc c'est récurrent et donc à mon avis, il y a cette espèce de dualité chez les orques, en fait, hein, donc et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que, vous voyez, dans la fantasy, 2 2 auteurs, parce qu'ils sont d'origines différentes, parce ils naissent dans des contextes différents, vont aboutir à 2 représentations inverses de la barbarie. C'est-à-dire que Tolkien, anglais, début XXe siècle, qui a connu la Première Guerre mondiale, va représenter et puis en plus qui est dans un contexte encore très marqué par le colonialisme et tout, va représenter, l'ennemi comme étant des barbares en fait, hein, qui, comme il le dit lui-même, ont des têtes, voilà, de Mongols et tout, heu ça, c'est une première chose et de l'autre, Martin, lui, qui est un auteur qui écrit, dans les années 90, mais qui a passé sa jeunesse, qui a une jeunesse contestataire aux États-Unis, dans des États-Unis marqués par la guerre au Vietnam, par l'anticolonialisme, et par, voilà, la diffusion de la pensée antiraciste. Lui, va représenter ces barbares comme des espèces de comme un peuple libre qui, en fin de compte, essaye de survivre et plus une victime qu'autre chose, quoi, quelque part, quoi, en tout cas victime, en tout cas, de la situation, quoi, qui est pris entre le marteau, en fait, hein, de l'invasion en tout cas, c'est comme ça dans la série, de l'invasion des marcheurs blancs au nord, hein, et au sud, par l'enclume qui représente le mur et puis, les 7 royaumes, quoi. Ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant et ça montre aussi que, bah, il faut lire Game of Thrones comme, non pas comme une espèce de voilà, à mon avis, je pense qu'il ne faut pas lire ça comme une espèce de métaphore du Moyen Âge ou, un écho, d'une certaine vision du Moyen Âge ou d'un certain Moyen Âge, mais comme, une œuvre qui est de son temps, en fait, hein, et qui aboutit, en fait, à la création d'un Moyen Âge ou d'une vision Moyen Âge qui correspond à son temps. Merci beaucoup, William Blanc, pour cette émission qui était consacrée à la notion de frontière, où on a parlé des barbares et donc des sauvageons aussi par là même. Vous avez fourni une bibliographie indicative, comme tous les intervenants et intervenantes, qu'on retrouve sur la page de l'émission, sur notre site histoireensérie.com. Et puis, vous pourrez retrouver aussi le résumé de cette émission sur notre partenaire nonfiction.fr, sur laquelle vous avez à chaque fois les liens pour aller écouter le podcast sur les grandes plateformes d'écoute sur YouTube et sur Spotify. William Blanc, merci et puis à bientôt pour une nouvelle émission dans le podcast Histoire en série. Merci beaucoup, à très bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger.